Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes nombreux à vous être connectés. Merci à tous. On va peut-être attendre quelques secondes de plus, les quelques peut-être, on ne va pas dire retardataires, parce que là, on ne peut pas parler de retard. Ça. En tout cas, bienvenue à tous pour ce premier webinaire compagnon de cette année. Je suis en compagnie de Charlotte Coubout. Bonjour. On va parler analyse posturale, on va parler de l'intérêt en exercice de physiothérapie vétérinaire ainsi que l'intérêt en généraliste. Je vais vous présenter Charlotte avant de commencer. Donc Charlotte, vous venez du Nord. Oui. Vous avez fait vos études à la faculté vétérinaire de Liège. Et donc, vous avez exercé longtemps dans le Nord avant de vous installer, petite parenthèse par le Doubs, avant de vous installer donc en Haute-Savoie, où nous sommes aujourd'hui. Et c'est dans l'approche du bien-être de vos patients que vous avez complété votre formation avec donc, le diplôme d'école de cinésiologie, physiothérapie et rééducation fonctionnelle à l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort. Et vous avez également, vous êtes aussi titulaire d'un DIE d'ostéopathie à l'Institut des médecines alternatives et ostéopathie vétérinaire. Donc, c'est dans cette perspective que vous avez créé en 2020 Physio Vet Ostéo du Léman et que vous gardez également parallèle un exercice en généraliste. Exact. Voilà, donc vous avez le décor. Je vais passer le relais à Charlotte. Avant toute chose, vous allez avoir un petit chat qui va apparaître sur le côté de votre écran. Si jamais vous ne le voyez pas, dans le bandeau Teams en haut de votre écran, vous avez une petite bulle marquée conversation. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser les questions que vous auriez qui peuvent venir pendant la présentation et on prendra un temps d'échange pour y répondre à la fin. Donc, on est parti pour une petite quarantaine de minutes de présentation et puis ensuite, on aura ce temps d'échange. Eh bien, Charlotte, je vous laisse la main. Merci. Allez. Alors, tac. Alors, est-ce que vous pourriez nous confirmer que vous voyez bien notre écran? Alors, je vous demande un petit instant. Alors, ça a dû se supprimer et revenir. Normalement, on est tout bon. Allez, je m'éclipse, je vous laisse tranquille. Alors, bonjour à tous. Merci Maud pour cette présentation. Je vais aborder aujourd'hui du coup l'analyse posturale, les applications et bienfaits en pratique clinique et ce webinaire est donc en partenariat avec Compagnon. Hop. Alors, donc pour ce faire, nous allons aborder cette problématique selon les points suivants. Donc, les principes théoriques, en parlant également de quelques études, puis avec une présentation générale de la plateforme STENS Analyzer, qui est une plateforme de mesure de report de poids. Ensuite, nous allons voir mon utilisation quotidienne en pratique de physiothérapie et d'ostéopathie. Une vue rapide de l'intérêt qu'a le STENS dans les cliniques généralistes. Et pour finir ce webinaire, nous allons parler d'une revue de cas cliniques. Et bien sûr, après, vous pourrez poser vos questions. Alors, tout d'abord, l'analyse posturale, les principes théoriques. Donc, l'analyse posturale peut s'évaluer par différents moyens actuellement. Donc, tout d'abord, au plus simple, par le visuel, par la palpation par le praticien, mais qui va représenter une certaine subjectivité. On peut également utiliser des équipements, donc tels que les mesures musculaires, tout simplement avec des mètres rubans, la goniométrie, ainsi que l'étape de score musculaire. Il existe également aujourd'hui des tapis, des guêtres d'analyse de la démarche, ou encore le STENS Analyzer, qui est présent sur la photo en bas à droite. Donc, la répartition, le principe théorique de l'analyse posturale. Donc, la répartition statique du poids va faire référence au pourcentage du poids corporel qui va être distribué à chaque membre en position debout.
Un chien sans trouble de la posture va distribuer environ 30% de son poids sur chacun des membres thoraciques et 20% de son poids à chacun des membres pelviens. Cette répartition du poids pourra être modifiée, soit par une mécanique anormale des membres ou encore une douleur. Dans ces cas, le chien va alors déplacer son poids d'un côté à l'autre, d'avant en arrière, afin de diminuer le poids qui est supporté sur les membres, ou les membres douloureux. La répartition statique du poids chez les patients va pouvoir être mesurée grâce à une plateforme de poids telle que le Stance Analyzer. Dans les limites de l'examen clinique, sa principale limite va être la subjectivité. Une étude américaine sur environ 600 cliniques, leur retour d'expérience avec le Stance annonce qu'environ 20% des troubles de la posture seraient imperceptibles à l'œil nu, ce qui permettrait d'avoir un diagnostic plus précoce dans un grand nombre de ces dysfonctions. Donc, le Stance, je vais vous présenter rapidement du coup, la plateforme Stance que vous pouvez voir ici avec un chien du coup, de ma clientèle. Donc, on va parler de son principe et de son fonctionnement, d'une utilisation pratique et de la possibilité de suivi que celle-ci permet. Donc, le Stance Analyzer, donc tout d'abord, son fonctionnement, donc c'est une plateforme de distribution de poids qui va mesurer de façon précise le pourcentage d'appui sur chacun des membres. Le chien est donc placé avec un membre par cadran. Ces cadrans sont orientés. La mesure va se faire soit en fixe, soit en live, ce qui permet de faire une vingtaine de mesures en 3 secondes. L'utilisation de celle-ci va pouvoir se faire à tout moment de la prise en charge et chez tout type de patient et peut également avoir un réel intérêt dans le suivi des chiens de sport. Le poids possible détectable s'étend de 2,2 à 130 kg. Et attention, le seul point négatif, c'est qu'il n'y a les mesures ne sont pas validées chez les chats. Donc, au niveau des études, d'un point de vue... Pardon. Hop, il y a eu un petit... il y a une dire moins. Au niveau de son utilisation pratique, on positionne le chien, comme vous pouvez le voir sur la photo. Une fois la mesure qui va être effectuée, vous avez un cadran là qui est visible en bas à droite et qui va permettre donc d'obtenir le pourcentage sur chacun des membres. Donc en haut à gauche en rouge, vous pouvez voir qu'il est en rouge parce qu'il y a un décalage de plus de 3% par rapport aux valeurs idéales et donc qui pourrait parler d'un trouble, d'une boiterie présumée. La valeur en orange permet d'attirer l'attention sur un début de différence par rapport au standard. En blanc, on voit une mesure parfaite. Et en bleu, au niveau donc, des 33% qu'on peut voir, c'est pour éventuellement parler d'un report de poids ou d'une compensation sur celle-ci. Voilà. Ensuite, au niveau, il y a une possibilité de suivi de communication. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette dia, il y a une possibilité d'extraire en fait des graphiques et les petits dessins avec les chiens, avec les différentes valeurs, qui permet de faire un suivi avec les confrères si nécessaire. Donc, au niveau des études, concernant les études, donc le Stance a fait l'objet de plusieurs études qui concernent sa fiabilité lors de l'évaluation statique. Donc, dans cette étude-ci, il y a plusieurs chiens qui étaient atteints de boiterie avérée sur un tapis de pression dynamique. Le Stance Analyzer a fourni une sensibilité et une spécificité combinées qui étaient les plus élevées pour la détection de la boiterie objective et des troubles orthopédiques. Quant à la fiabilité des données, justement par rapport à un tapis de pression pour l'évaluation de la marche en dynamique, cette étude montre qu'au final, les mesures sont tout aussi fiables entre les deux appareils, avec même une marge, un pourcentage d'erreur
de moins en faveur du STENS. Donc maintenant, nous allons aborder l'utilisation vraiment du STENS au quotidien au niveau de ma pratique de physiothérapie et d'ostéopathie. Alors, pour ce faire, ce sera des rappels pour certains, mais ça permet d'expliquer également aux autres les bases de la physiothérapie et ça permet d'exposer du coup les limites de son examen clinique. Alors, donc, les propriétaires, donc au niveau des acteurs de la prise en charge, donc plusieurs intervenants forcément, les propriétaires en premier qui, eux, vont avoir une démarche vraiment subjective de l'état de leur animal, dans sa démarche, son comportement, si un incident s'est produit éventuellement. Donc, dans un premier temps, la plupart des prises en charge va se faire grâce à un vétérinaire généraliste qui va découler, si besoin, vers une orientation chez un vétérinaire physiothérapeute. Pour ceux qui en ont l'habitude, ce sont des rappels. Pour les autres, c'est une explication de la prise en charge. Donc, les vétérinaires physiothérapeutes, eux, vont effectuer un examen global qui sera plus spécifique et qui permettra de mettre en place un protocole de physiothérapie et qui pourra réévaluer les résultats lors des différentes consultations. Les assistantes ou les assistants, pardon, pourront effectuer un certain nombre d'actes selon la délégation des soins autorisés et elles auront donc également un rôle de surveillance dans l'efficacité. Les différentes étapes de la prise en charge de physiothérapie, alors juste pour les connaître, donc d'abord on diminue la douleur, ça permet de retrouver également de la souplesse, d'un regain de mobilité. On fait un développement de la masse musculaire et l'objectif est de reprendre une vie normale ou des entraînements pour des animaux plus sportifs. Donc, l'évaluation clinique en physiothérapie, donc ça va permettre on pourrait le diviser en plusieurs étapes. Donc, d'abord, un examen général qui va être assez semblable à celui d'un médecin généraliste. Puis, avec des examens plus spécifiques en orthopédie et en neurologie, qui vont permettre de faire un examen également fonctionnel qui découlera pour évaluer des capacités fonctionnelles de l'animal, les différentes articulations, les mesures de l'appareil musculaire et puis des mesures spécifiques qui peuvent se faire à l'aide de différents outils dont nous avons parlé au départ. Donc, l'utilisation du STENS dans la structure. Donc, l'utilisation peut se faire à tout moment de sa prise en charge. Donc, au niveau du bilan de physiothérapie, moi, je l'intègre à chacune de mes bilans. Je le fais également en fin de protocole de manière systématique, parfois après 1 à 2 séances pour être sûr qu'on ne commence pas à avoir une dégradation. Je commence à le faire de manière systématique au départ de mes consultations d'ostéopathie, à intervalles réguliers pour des suivis sur du plus long terme. On décide en général avec les propriétaires que le chien va passer sur le STENS tous les 1, 2 ou 3 mois. Et par exemple, en cas d'évolution de la pathologie. En fait, ça peut se faire à tout moment et ça permet parfois de réorienter l'animal pour faire des examens complémentaires s'il y a une évolution négative éventuellement ou une absence d'amélioration. Au quotidien, l'emplacement de la plateforme dans la structure va être stratégique. Il faut vraiment trouver un endroit qui va permettre d'éviter les distractions, parce que celle-ci pourrait diminuer la concentration du patient et augmenter un peu la difficulté de la prise des mesures. Dans la plupart des cas, il faut être deux, donc le propriétaire devant l'animal et le praticien qui peut être derrière ou sur le côté afin de stabiliser et de limiter un peu les mouvements. C'est assez difficile au démarrage si on a des animaux stressés ou turbulents qui trembleraient, qui pourraient fausser les données. C'est parfois long pour obtenir un premier positionnement pour l'animal, mais c'est vrai que les mesures s'améliorent et elles deviennent de plus en plus rapides au fur et à mesure qu'on l'utilise. Je mets juste un bémol sur la douleur aiguë. Un exemple simple, c'est un animal qui viendrait pour une dysplasie des hanches et qui a ce jour-là un ongle arraché sur un membre thoracique. Forcément, les données ne pourraient pas être interprétées ce jour-là.
Au niveau du suivi et de la communication, donc ça permet d'avoir des données objectives. On peut également définir avec le propriétaire des objectifs qui seraient réalisables selon le type d'animal. Forcément, on n'aura pas les mêmes objectifs sur un animal de compagnie, sur un chien de travail ou encore sur un chien de sport. Les graphiques d'évolution peuvent être extraits comme on en a parlé. Ça permet dans certains cas de stimuler les propriétaires à faire la poursuite du protocole, à obtenir un peu leur consentement. Et dans certains cas, quand il y en a une dégradation, de les motiver à faire des examens complémentaires. Donc, les comptes rendus sont possibles téléchargeables. Ça permet aussi des meilleurs échanges entre les propriétaires, les vétérinaires référents et puis des structures éventuellement. Au niveau généraliste, comme cité dans la diapositive précédente, le STENS va être utilisable au quotidien en physiothérapie, en ostéopathie, mais également donc, dans les structures plus générales. Lors d'une boiterie, d'une visite préventive ou lors d'un suivi, s'il y a un trouble détecté, il va permettre d'activer la cascade de la prise en charge, comme vous pouvez le voir sur la dia ici, qui permettront de poser un diagnostic et de découler une prise en charge, qu'elle soit médicale, chirurgicale, de physiothérapie ou autre. J'en ai de plus en plus dans ma médecine générale. Un dernier exemple récent, c'était lors d'une vaccination. Un trouble locomoteur était rapporté par le propriétaire, mais de manière intermittente, le chien ne boitait pas ce jour-là. Il n'y avait aucune douleur ni modification d'amplitude au niveau des membres pelviens, ni au niveau des membres thoraciques d'ailleurs. Et on a effectué le STENS montrait un report de poids important. Et en réalité, il avait une discopathie dégénérative. Donc, ça a permis une prise en charge plus poussée par la suite. Donc, au niveau de l'intérêt, donc l'emplacement est important. Dans l'idéal, il faut mettre le STENS dans une salle au calme, un couloir, pourquoi pas la salle d'imagerie. Dans la salle d'attente, c'est vrai qu'il y a pas mal d'odeurs et de stimulation pour l'animal, ce qui provoquerait des difficultés dans la prise des mesures. Il y a aussi la possibilité de le mettre dans une salle de consultation s'il n'y a qu'une salle de consultation. Sinon, ça commence à être compliqué. Il y a des posters de communication qui permettent la curiosité des propriétaires. Les mesures peuvent être effectuées par des assistantes et qui permettront du coup un suivi plus régulier des chiens et avec une détection précoce des troubles de la mobilité. Il est tout à fait possible d'intégrer des mesures de STENS dans les consultations préventives. On peut les intégrer à chaque stade physiologique de l'animal. Au niveau tarification, c'est très libre et très variable a priori d'une structure à l'autre, mais ça permet un retour sur investissement grâce aux revenus qui seront à être générés sur les examens complémentaires ou même sur les protocoles de soins qui pourront être acceptés par les clients grâce à l'objectivité. Alors, donc, partie importante de ce webinaire, c'est une partie cas clinique. Alors, histoire de commencer, de manière objective, Xena, donc, qui est ma propre chienne, qui est une border collie de 8 ans, qui est une femelle stérilisée. En activité, à l'époque, elle faisait de la montagne en randonnée ainsi que de l'agility et aucun antécédent médical. Depuis mai 2023, la seule chose qu'on avait observée, c'était qu'en agility, quand elle sautait ses barres à 60 cm, elle n'étendait plus du tout les postérieurs. On l'a posée sur le STENS avec Maud à l'époque. Et en réalité, elle ne posait que 5% de son poids sur son postérieur gauche. Il n'y avait aucune boiterie visible et son activité était 100% normale au quotidien. Au niveau des examens complémentaires, donc, elle avait déjà une effusion au niveau du gracet gauche, une dysplasie des hanches à gauche également, et également déjà de l'arthrose vertébrale.
Donc, bien sûr, elle a eu une prise en charge globale au cabinet, alors donc avec du laser thérapeutique sur les zones déjà atteintes, de la plateforme de proprioception motorisée, de l'hydrothérapie. Elle a été suivie également en ostéopathie et bien sûr, on a adapté sa vie. On a arrêté l'agility. Après 2 mois de prise en charge de physiothérapie, on a une formule qui était quasiment saine, comme vous pouvez le voir. Et donc, j'ai diminué les séances de physiothérapie à 1 séance par mois. Quelques mois plus tard, donc en février 2024, elle était toujours identique à celle de la formule que vous avez ici sur votre droite. Comme un bon chien de vétérinaire qui se respecte, on a fini par arrêter les séances et ce qui devait arriver arriva. Xena s'est fait une rupture du ligament croisé en gauche du coup en août 2024 qui lui a valu sa première TPLO le 17 septembre. Et 7 semaines post-opératoire, vous pouvez voir que sa formule était vraiment redevenue quasi parfaite. Donc, et puis la physiothérapie avait été entreprise à partir de 4 semaines post-opératoire. Depuis cette prise en charge, le chirurgien qui l'a opéré, du coup, m'envoie régulièrement des suivis post-opératoires pour faire des lectures de stents d'ailleurs. Deuxième cas clinique, Ipso. Ipso était toujours un chocho de 2 ans entier qui a subi une TPLO bilatérale simultanée. On a fait un protocole de rééducation à partir de 4 semaines post-opératoires, à 5 semaines post-opératoires, à raison de 1 séance par semaine, avec bien sûr des consignes de repos très strictes à la maison, une reprise progressive d'activité à partir de ces 7 semaines post-opératoires. Et après 10 semaines, le chien faisait des balades d'environ 40 minutes 2 fois par jour. Et donc, vous pouvez voir qu'au départ de la prise en charge, il avait un gros report sur les membres antérieurs, avec moins de 30% global de son poids du corps sur les pattes arrière, ce qui n'est pas vraiment étonnant, et qu'on a récupéré une formule quasiment parfaite 10 semaines après son opération. Alors, Sharky, comme je vous disais tout à l'heure, le stent n'est pas validé pour les chats. Moi, je m'en sers pour les chats assez dociles parce que c'est vrai qu'il faut quand même leur demander d'être patient pendant 3 secondes sur une plateforme. Sharky est une chatte femelle européenne de 2 ans stérilisée qui a fait un AVP, qui suite à ça a eu une fracture du fémur. Donc, elle a été opérée, prise en charge dans les 48 heures post-accident. Et c'est un chat que je suis régulièrement. Et donc, 2 semaines après sa chirurgie, on lui a fait une première mesure. Donc, comme vous pouvez voir, elle avait que 8% sur son postérieur droit et un report de poids très important sur l'antérieur gauche. Elle était quasiment sur 3 pattes, il faut connaître. Donc, elle a fait de l'hydrothérapie, elle a fait de la proprioception à partir de 4 semaines post-opératoires. Et elle a repris une vie quasiment normale à partir de 12 semaines. Et donc, on a refait une mesure de stents. Encore une fois, il n'y a pas de preuve, mais moi, je m'en sers vraiment pour voir l'évolution. Donc, on est passé de 8% à 21% de son appui sur ce postérieur qui a été opéré. Alors, Titus est un cas très complexe. Titus est un Doberman qui a été adopté à l'âge de 7 mois. C'était un sauvetage. Donc, il a été adopté tardivement et castré le jour de son adoption. Il avait au niveau du membre thoracique droit un radius curvus, un fragment intra-articulaire, une non-union, fragmentation du processus enconé associée forcément à une synovite et une panostéite ulnaire à droite. Donc, il a été opéré le lendemain de son adoption.
Donc, il a eu un curetage articulaire du cartilage ulnaire, il a eu un curetage des os de l'os sous-chondral huméral, une ostéotomie ulnaire et une réduction et fixation du processus enconé. Donc, le scanner est assez intéressant à voir. Au niveau de son suivi post-opératoire, il a commencé environ 3 semaines après 3 semaines de repos. Donc, il n'avait que 7% d'appui sur son antérieur droit. Et donc, on a commencé l'hydrothérapie, la proprioception qu'on a faite pendant 2 mois. Et en fait, la boiterie persistait, la déformation, comme vous pouvez le voir sur la photo, était de plus en plus marquée. Donc, on l'a remis sur le Stens à l'époque. Il avait même diminué son appui 2 mois plus tard. Donc, le chien a été réopéré. Donc, il y a une reprise. Ils ont retiré le matériel. Il y a eu un rinçage abondant ainsi qu'un curetage. Et il a eu une antibiothérapie et des INS pendant 6 semaines. Donc, après tout ce traitement médical, on se retrouve 4 mois après la première chirurgie. Et donc, il avait récupéré que 10% de son appui sur l'antérieur droit. Il a été ensuite référé dans une autre structure qui a essayé de faire des injections de PRP au niveau intra-articulaire et en plus de la prise en charge de rééducation toutes les semaines. Et 6 mois après la première chirurgie, donc il avait récupéré 15%. Et 11 mois après, il a récupéré 22%. Donc, on a décidé de diminuer les séances à 1 fois par mois. Alors, malheureusement, pour la petite histoire, ce chien va se faire amputer de la patte dans quelques jours. Malheureusement. J'ai quand même voulu vous montrer un exemple de prise en charge qui a permis, grâce au STENS, de vraiment faire la prise en charge de physiothérapie et d'ailleurs chirurgicale d'un chien. Donc, Thor était un croisé Border Collie Labrador. Je l'ai suivi à l'époque, il avait environ 11 mois. Il avait une dysplasie bilatérale des coudes qui avait été diagnostiquée en août 2023. Le premier rinçage articulaire avait été fait du côté gauche en septembre. Vous pouvez voir la mesure là, après 4 semaines post-opératoire. Donc, il avait vraiment un appui qui n'était pas optimal sur l'antérieur gauche. Et en fait, les gens ne s'en étaient absolument pas rendus compte. Ils avaient l'impression que le chien avait extrêmement bien récupéré et qu'il n'y avait ni besoin de chirurgie, ni besoin de physiothérapie d'ailleurs. Et donc, ils hésitaient à annuler en fait le rendez-vous du deuxième rinçage. Donc, au niveau du bilan, donc, on a fait la mesure du STENS que vous voyez ici. Et en plus, il avait une amyotrophie qui était généralisée sur tout l'avant-main. Et donc, ça a permis de les stimuler à faire ce rinçage articulaire. 4 semaines après, du coup, sa deuxième chirurgie, les propriétaires étaient toujours perplexes et m'ont demandé de remettre le chien sur la plateforme pour voir l'évolution. De la même manière, ils n'avaient pas vu que le chien avait cette compensation, mais il compensait énormément. On a quasiment des mesures inversées en fait entre les membres thoraciques et les membres pelviens. Et grâce en fait à cette mesure qui était totalement inadaptée, ils ont accepté de faire le protocole complet de rééducation. Après 8 semaines post-opératoires, on se rapproche des valeurs normales. On n'était pas optimal, mais on avait une amélioration de cette formule quand même. On avait une reprise musculaire qui était quasiment symétrique et on avait une récupération des amplitudes articulaires qui était satisfaisante. Les gens restant perplexes de toute façon sur le suivi et sur tout ça. Le protocole a été taré. Enfin, voilà. On a fini le protocole de rééducation. C'est un animal que je n'ai pas revu par la suite. Un cas aussi intéressant donc c'est un Saint-Bernard qui est né, donc qui va avoir 2 ans bientôt, qui vient d'un sauvetage en SPA. C'était des saisies qui avaient été faites il y a à peu près du coup 2 ans. Ils étaient 28 Saint-Bernard qui avaient été saisis et répartis dans différentes SPA. Et donc, il a été adopté vers l'âge de 2 mois.
Et très rapidement, en fait, il a développé une instabilité, une faiblesse généralisée. Donc, un avis orthopédique a été pris dans un centre hospitalier. Et donc, il avait une non-union du processus enconé, des fragmentations des processus coronoïdes, et il était également dysplasique sévère des hanches. Donc, malheureusement pour ce petit chien, il a été opéré donc 3 fois à 1 mois d'intervalle, donc 2 fois du bassin et 1 fois des coudes. Donc, c'est un chien que j'ai commencé à avoir donc 1 mois après sa dernière chirurgie. Donc, il avait forcément une faiblesse généralisée. Les boiteries étaient surtout marquées sur les postérieurs droits, avec quasiment pas d'amplitude au niveau de la hanche et au niveau des antérieurs gauches, au niveau de l'antérieur gauche, pardon, avec, j'avais pas la moitié de l'amplitude articulaire normale sur son coude. Et il avait la jonction thoracolombaire vraiment fléchie. Il était en incapacité complète de se déplacer. Même pour manger, il mangeait couché. Donc, en fait, vous pouvez voir que sur les mesures du stence, il était totalement anormal. Donc, juste une petite vidéo pour vous montrer la façon dont il se déplaçait, donc avec son dos complètement fléchi. Et puis le postérieur droit qui avait très peu de mobilité, en fait. Donc, au niveau de la poursuite de sa prise en charge, donc des séances bien sûr hebdomadaires en physiothérapie. On l'a suivi également en ostéopathie tous les 3 mois. Et donc 8 mois après le début de cette prise en charge, on a une activité qui était bien améliorée. Le chien est capable de faire des balades, y compris avec des petits dénivelés d'au moins 30 minutes, joue, est capable de faire plein de choses avec ses 2 congénères. Il garde une raideur intermittente au niveau de son membre pelvien à droite et puis de son membre thoracique à gauche. Malgré tout, vous pouvez voir que les mesures du stance étant très très bien améliorées. C'est un chien que je vois maintenant 1 fois par mois également. Ah oui, ça doit certainement saccader. Je vais essayer de vous les mettre 2 fois, voir si ça aiderait pour que vous puissiez vous faire une. On pourra, ouais, vous les reverrez dans le replay sinon. Ah. Donc, au niveau de la conclusion de tout ça, donc la plateforme d'analyse posturale va donc apporter des données objectives à l'examen clinique. Avec l'expérience, les mesures peuvent être vraiment rapides si le stance est dans un emplacement stratégique. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'obtenir une position optimale la première fois, mais ça s'améliore vraiment au fur et à mesure des mesures. Ça permet une communication entre les propriétaires et les vétérinaires physiothérapeutes, généralistes ou même tous les autres intervenants. C'est vrai qu'on me les demande souvent, en réalité, les comptes rendus. Et ça permet d'adapter les protocoles selon l'évolution, selon l'objectif de récupération et selon, enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas avoir les mêmes intentions sur un animal de compagnie que sur un animal de sport. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et on est disponible pour vos questions.